Le sommaire de ce magazine d'information, quand des enfants vedettes, notamment des filles, deviennent des proies pour des adultes. Illustration, l'affaire qui met en cause un directeur d'école depuis plusieurs jours. Faut-il indexer une certaine industrie du spectacle? Le journaliste culturel Abdourahmane Meng répondra à nos questions. Coin écho sur le fonds de placement, une pratique bien connue dans le milieu boursier. Nous en parlons ce soir avec la DGA de CGF Bourse. Madame Ndeye Khady Diack s'entretiendra avec Mamadou Ndiaye. Bouillon Culture, il est question aujourd'hui avec Oussama Monique Sagna des artistes engagés. Le diplomate qui sera en ligne, professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste du droit économique et du droit du sport, échange tout à l'heure sur un monde plongé dans la crise par le coronavirus. Ailleurs à Kolda nous accueille ce soir. Notre correspondant Seydou Diatta s'est intéressé au harcèlement moral qui prend des proportions importantes. Portrait d'un animal, un gros devant la caméra. Kessendour a rendu visite à un rhinocéros. Et puis le menu d'Omnisport en fin de magazine avec Sekou Seydi. Le sport paralysé par la pandémie du Covid-19 au Sénégal comme ailleurs dans le monde. Bienvenue. Confraternellement, donc, les spectacles pour enfants et leurs dérives. De plus en plus de jeunes garçons et filles, souvent mineurs, sont visibles sur scène. Ils deviennent même de vraies stars. Une industrie qui ne tient pas toujours compte de leurs droits. Certains qualifient cela d'exposition des enfants. Le danger est que ces adolescents se prennent pour des adultes et s'exposent à certains appétits, détournement de mineurs, pédophilie, viol, grossesse précoce, tout y passe. Une affaire dite Job Isaac défraie la chronique et résiste même au coronavirus du point de vue de sa médiatisation. Les enfants et l'industrie du spectacle au Sénégal, le dossier est réalisé par Boubacar Dian avec Bachir Sow. Des enfants âgés de 12 à 17 ans sur scène, en spectacle, cela se passe partout à travers le monde. Le Sénégal aussi a son industrie du spectacle, une entreprise dans laquelle des mineurs sont souvent mis au devant de la scène pour offrir un spectacle et souvent ces enfants sont exposés. Vous avez vu à travers aujourd'hui les médias ce qui est en train de se passer avec les enfants, où les enfants sont exposés. Parce qu'en fait, quand un enfant est là, exposé, on ne lui dit pas, il ne faut pas mettre ça, il ne faut pas faire ça. Il reste exposé, cet enfant, par rapport à tout ce qui se passe. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont intéressées que par les enfants. Et ces personnes profitent de leur position par rapport aux enfants. Nous avons constaté depuis pratiquement quelques années, il y a beaucoup de spectacles qui sont organisés particulièrement dans les médias visuels. Et nous nous rendons compte que on fait beaucoup d'activités avec les enfants. Cependant, nous considérons, nous, une APES, que quand même, il n'est pas bien, à un certain âge pour des enfants, d'aller dans certains lieux qui ne sont pas indiqués pour véritablement leur éducation propre, dans la mesure où l'endroit le plus sûr où l'enfant doit être, c'est au niveau de l'établissement scolaire. Au moment de monter sur scène, certains enfants artistes sont en tenue d'adulte avec tous les atours nécessaires, ce qui n'est pas sans conséquence des méfaits imputables aux organisateurs. Aujourd'hui, le danger qu'il y a, c'est qu'on ne se rend pas compte que exhiber un enfant avec tous les atours des adultes, avec des tenues aguichantes, des tenues qui peuvent réveiller des pulsions des adultes, je pense qu'il y a implicitement une part de responsabilité de ces organisateurs de spectacles. Les entrepreneurs culturels qui sont organisateurs de spectacles sont en train de recopier des modèles qui nous viennent de l'Europe, des modèles qui nous viennent de la France. Tous les spectacles que vous voyez, Sen Petit Galet, sont un peu ils sont en train de dupliquer, en tout cas de plagier, des concepts qui existent en Occident.
Mais les Occidentaux, les Français particulièrement, ont un arsenal juridique qui est assez protecteur. Des proies faciles certes, mais l'exposition des enfants dans les spectacles peut aussi avoir un poids psychologique sur eux. La Starmania est très lourde à porter. Même les adultes n'arrivent pas à tenir, n'arrivent pas à avoir la tête sur les épaules parce que la télévision rend fou. Alors, si c'est un enfant qui, à un moment donné, est incognito et de fil en aiguille devient une personne populaire, tout le monde applaudit quand il passe, tout le monde dit c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est pas facile psychologiquement. C'est très lourd à porter ce que j'appelle les 5 P. Podium, paillettes, projecteur, people et public. C'est très lourd à porter ces 5 P. Dès lors, il faut un encadrement spécifique pour protéger cet enfant qui découvre un monde nouveau auquel il n'est pas préparé. Au moment où l'enfant porte des robes de soirée, l'enfant fait des mèches, des tresses en couleur, il est dans la star mania. Il est dans la vie de la star. Alors, l'enfant aussi change de statut, entre dans un autre monde, c'est le monde des adultes. Vous savez, la production, avec la production, il faut que vous soyez très bien encadré. Vous devenez l'enfant de l'autre. On vous surveille, vous devenez un produit, comme le terme production. Alors, maintenant, quand l'enfant pense que maintenant, il commence à avoir, on donne même des terrains, tout cela, de l'argent, alors l'enfant dit que, ah voilà, cette vie, ça me réussit. La famille aussi est piégée. Et finalement, il y a des prédateurs. Pour Raoul Latouf, le showbiz doit être réglementé. L'État du Sénégal devrait prendre des dispositions par rapport à cela. Surtout que le Sénégal est là, aujourd'hui, pour réglementer tout ce qui est audiovisuel au niveau du pays. Donc à ce niveau, il devrait pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants ne soient pas exposés, pour que les enfants soient dans des cadres sécurs, et que tous les programmes où les enfants doivent être impliqués doivent être réglementés et sécurisés. Des dérives en lien direct avec l'industrie du spectacle et les mineurs sont notées dernièrement et pourtant, le Sénégal dispose de lois et règlements qui protègent les enfants. Le Sénégal est parti à une convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et il y a la charte aussi africaine des droits de l'enfant, des droits et du bien-être de l'enfant de 1990. Il y a dans l'arsenal juridique sénégalais interne, donc dans l'arsenal juridique sénégalais, un certain nombre de règles qui protègent, qui engagent la responsabilité civile des parents pour défaut de surveillance. Il y a aussi des règles du code pénal sénégalais qui protègent les enfants contre les atteintes de toute nature, y compris donc, les dérives qui peuvent survenir dans le cadre des spectacles organisés au Sénégal. Albert Einstein disait, je cite, « Quand je regarde l'enfant, il m'inspire 2 sentiments, un sentiment de pitié pour ce qu'il est et un sentiment de respect pour ce qu'il va devenir. » Fin de citation. C'est dans ce sens que le professeur Daouda Ndiaye, docteur en sciences de l'éducation, invite l'État du Sénégal à revoir le statut de l'enfant artiste pour mieux les protéger et même créer une brigade d'assainissement des mœurs. Notre confrère et journaliste culturel à la RTS, Abdourahmane Meng, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Et quelle est votre analyse de ces spectacles qui mettent en vedette les enfants? Alors il faut dire que c'est un phénomène qui est déjà assez vieux et qui a pris ses racines à Hollywood déjà dans les années 20. On connaît tous la célèbre Shirley Temple qui déjà à 6 ans avait à son compte plusieurs films.
Donc voilà, le monde du spectacle, le monde du showbiz et l'enfant, c'est en fait deux éléments qui se côtoient, se rencontrent et parfois il y a des difficultés. Alors, j'ai l'habitude de dire que le spectacle, le showbiz est friand d'enfants. C'est un ogre pour enfants. Pourquoi? Parce que c'est un monde du jeu, c'est un monde de l'émotion, c'est un monde de l'imitation. Et l'enfant est un véritable acteur. Même quand il joue, il est sincère. Et le monde du spectacle a besoin de ça, de l'émotion, de la sincérité dans le jeu. Et il n'y a que les enfants qui peuvent faire ça. Et donc, c'est pourquoi c'est un mariage souvent avec ses hauts et ses bas, mais c'est un mariage qui dure depuis plusieurs décennies dans le monde du cinéma en particulier. Alors, il y a eu des revers, il y a eu des succès. Alors, on sait qu'il y a eu, par exemple, des artistes qui ont commencé leur carrière très jeunes. On pense à Will Smith, on pense à d'autres personnalités du monde de la chanson, comme Vanessa Paradis, etc. Mais c'est parce que, après le succès, il y a eu tout un travail d'encadrement qui a été fait. Ce qui, malheureusement, ce dispositif qui fait défaut, sans doute, dans notre pays. Alors, on sait que cette affaire, qui défait la chronique, concerne ce directeur d'école, Diop Isaac, comme il est surnommé, avec une jeune fille qui a participé à un spectacle. Et bon, on ne va pas la nommer, disons BD, puisque maintenant le nom est connu, on va inverser un peu les choses. Quelle est finalement la part de responsabilité des uns et des autres entre l'organisateur du spectacle, cet adulte qui est accusé d'avoir abusé d'un enfant mineur, l'enfant, les parents, l'école, la société? C'est quoi la part de responsabilité des uns et je des pense autres? qu'il y a une grille de lecture qui permet de situer différents niveaux de responsabilité. Alors, le scandale ne s'est pas passé dans le cadre du spectacle. Mais on ne peut pas départir ce qui s'est passé avec la personnalité de cet enfant, de cette jeune fille qui s'est formée dans le cadre d'une émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les enfants stars, comme on les appelle, ce sont des enfants qui grandissent et qui, en grandissant, ils se forgent une image. Mais très souvent, leur image est déformée. C'est ça le problème. Pourquoi l'image est déformée? Parce que le monde du showbiz, c'est deux choses. C'est soit le succès, c'est soit l'échec. Si tu as le succès, tu as tendance à survaloriser ton image parce que tu grandis en intégrant le regard des autres qui posent sur toi un regard envieux, très positif, etc. L'autre chose, c'est quand il y a l'échec. Quand l'échec est là, il faut savoir faire face à cet échec parce que c'est aussi une autre réalité du monde du showbiz. Et ces enfants-là, étant habitués à être des stars, à être sous les feux de la rampe, sous les projecteurs, parfois ont du mal à gérer l'après-coup. Et l'après-coup peut se traduire souvent par des dérives. Et c'est des dérives de toutes sortes. Donc si cet encadrement manque, ces enfants-là peuvent avoir tendance à réutiliser les codes du succès rapide, ce succès fast-food-là qu'ils ont connu dans le cadre d'un programme de télé, dans le cadre d'une émission, dans le cadre d'un film, etc., dans le cadre d'une chanson. Ces clés du succès rapide, ils ont tendance à les répéter pour pouvoir survivre, en fait. Parce que c'est des enfants qui intègrent très tôt la loi de la survie qui passe par le succès. Et très souvent, ils sont eux-mêmes ils deviennent des proies sans s'en rendre compte. Oui, mais tout à l'heure, vous parliez de quelques cas. Koumba Gawlo Seck, on oublie. Vous parliez même de Kylian Mbappé. Dans le domaine du football, il y a Vanessa Paradis, Justin Bieber, mais qui sont devenus des succès. C'est des enfants stars qui sont aujourd'hui des vedettes, des succès. Et quels sont les facteurs clés de succès? Alors, il faut un encadrement. On se rappelle, Koumba Gawlo, on l'a connu à 14 ans, et j'en oublie. Et le Sénégal était, en attente de ses résultats quand il faisait le BFM, etc. Cette pression sociale. On peut prendre un autre exemple également dans le monde du cinéma. Leonardo DiCaprio a grandi dans un quartier bourré de drogue, etc. Pourtant, il n'est pas tombé dedans. Le problème, c'est la question de l'encadrement. Toujours. Parce que ce qui a marché pour l'enfant pendant l'émission, pendant un programme de télé, au cinéma, les règles changent dans la vie réelle. Et l'enfant ne se rend pas compte en réalité. Parce que c'est des êtres en construction. Ils n'assimilent pas forcément cette transition du monde du spectacle au monde de la réalité. Il y a une prise en charge qui s'impose alors. Il y a une prise en charge. Au niveau de la famille, au niveau psychologique, au niveau de l'école. Au niveau de l'école, au niveau de l'école, parce que ça c'est égal. Mais
Le problème, c'est que c'est le rapport qui change. Parce que quand l'enfant qui a 16 ans accumule des millions et des millions de vues sur YouTube, devient star, a une certaine richesse, a une notoriété, même si ce n'est pas forcément lié à une chaîne, le rapport d'autorité change carrément. Est-ce que le parent a toujours cette même autorité sur cet enfant qui est devenu star? Surtout dans notre société, quand vous amenez où c'est l'enfant parfois des qui peut ressources, pouvoir, finalement, c'est vous qui commandez. Il y a un problème. Oui. Donc, je pense qu'il faut un dispositif institutionnel c'est-à-dire que l'implication de l'État, des autorités en charge de l'enfance pour pouvoir encadrer ces phénomènes-là, éviter ces dérives. Parce que autrement, ça peut être dramatique, comme on a vu des enfants stars mourir d'overdose, de choses, etc. Donc ça, c'est des dérives qu'il faut prévenir. Oui, on revient quand même à cette affaire, il faut le dire, qui sert de prétexte, avec des accusations de détournement de mineurs, de grossesse précoce et non reconnue. Comment vous, en tant que journaliste culturel, journaliste tout court, vous avez suivi cette affaire? Oui, c'est dramatique pour à la fois les personnages qui sont impliqués, pour l'enfant qui est encore humain, pour cet enfant à naître aussi, qui va naître dans des conditions médiatico-juridiques assez troubles, c'est dramatique. Alors, cet enfant aussi est traumatisé. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une médiatisation un peu excessive au détriment de l'enfant? Oui, on a l'impression peut-être que nous, journalistes, nous avions un peu oublié quand même que nous parlions d'une enfant mineure. Oui, bien sûr. Son nom a été donné, des photos, des vidéos ont circulé. Oui, mais bien sûr, on a été aveuglé par la précocité de cet enfant. En fait, il est difficile, on retient plus qu'elle a été membre ou actrice dans une émission de télé, etc., que la personnalité de l'enfance. Finalement, nous-mêmes, on nous renvoie l'image d'une enfant star, au lieu simplement de la considérer comme une enfant qui est dans le trouble et qui a besoin d'être assistée. Maintenant, cette affaire, comme vous le savez, cette affaire, elle renferme les éléments, les ingrédients du buzz. Il y a du sexe, il y a de la notoriété, il y a l'argent, il y a du conflit. Donc, la toile est friande de ça. Tout ce qu'il faut pour faire un buzz est réuni, en fait. C'est ça qui fait que, vous l'avez dit tout à l'heure, que cet élément résiste si bien au Covid-19, finalement. Finalement, oui. Et il y a des enseignements à tirer de cette affaire? Oui, il y a des enseignements à tirer de cette affaire. C'est les éléments que vous avez montrés le montrent. Il faut un meilleur encadrement. Il faut un meilleur dispositif. Le problème, ce n'est pas les émissions en tant que telles, parce que ça marche très bien. Les enfants, c'est de super acteurs. Mais le problème, c'est après les émissions, le suivi qu'il faut. Parce que les enfants ne maîtrisent pas les codes. En fait, ils ne savent pas comment maintenant transposer ce succès qu'ils ont eu dans la vie réelle. Et ça, il leur faut un accompagnement psychologique, il leur faut un accompagnement scolaire. À Hollywood, par exemple, quand le phénomène des enfants stars a commencé à se développer, il y a eu un encadrement. Et aujourd'hui, il y a plusieurs films qui ont utilisé des enfants, mais en réalité, on utilise par exemple des jumeaux pour faire jouer l'enfant un rôle. Parce qu'on ne veut pas surutiliser l'enfant au détriment de ses études. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un encadrement qui doit être fait. Et ce dispositif-là, cet élément-là, en fait, ce scandale déplorable doit être un prétexte pour recadrer, non pas pour réprimer. Parce que le showbiz a besoin des enfants. Et le showbiz, comme on dit, the show must go on. Il faut que ça vive. C'est le monde de l'industrie, c'est le monde de la culture. Et les enfants également, parfois, on a besoin de les détecter. Le talent se détecte à un âge très précoce. Il ne suffit pas de faire des études, d'avoir une licence pour vouloir devenir chanteur, etc. Donc, il y a un besoin qui est là. Mais seulement, il faut un arsenal juridique renforcer, des acteurs plus conscients, parce qu'ils doivent savoir que cet enfant-là qu'ils utilisent n'est pas lui-même conscient qu'on utilise son image et de ce qu'il va advenir. Donc, il faut des acteurs un peu plus conscients, il faut un dispositif juridique beaucoup plus resserré, beaucoup plus exigeant pour pouvoir accompagner ce spectacle qui utilise des enfants. Merci. Abdourahmane Mbengue, notre confrère de la RTS, d'être venu sur le plateau de la Total. Moralité, il faut encadrer le talent.
Changement de décor pour parler d'économie, le fonds de placement, un élément important pour le développement d'un pays, une thèse qui ne sera absolument pas infirmée par les économistes. Encore appelé fonds d'investissement, il faut dire qu'il comporte des risques surtout durant cette période où le coronavirus gagne du terrain, un sujet réalisé par Abdourahmane Ly. Un fonds commun de placement ou fonds d'investissement est composé d'un ensemble de placements comme des actions, des obligations et d'autres fonds. Des investissements qui sont détenus par des groupes d'investisseurs et gérés par un gestionnaire de portefeuille professionnel. Des fonds qui, pour la plupart du temps, participent à l'atteinte de deux objectifs. L'investissement dans les obligations d'État, dans les secteurs stratégiques ou encore des actions de grandes entreprises. Des investissements qui par ailleurs ne manquent pas de risques. Il faut en effet dire que le rendement de ces fonds de placement ne sont nullement garantis, encore moins assurés, sous aucun prétexte que ce soit par la société d'assurance, même s'ils sont achetés auprès d'une banque dont le fonds porte le nom. Et dans un contexte de pandémie également, les pertes de croissance sont notées et leur multiplication sera constatée car aucun intérêt d'investissement ne sera brandi. Mamadou Ndiaye s'entretient avec Ndeye Khady Diack, la directrice générale adjointe de CGF Bourse. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Mamadou. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent de l'argent et on en trouve, mais il y a peu de femmes qui cherchent et trouvent de l'argent. Eh bien, Ndeye Khady fait partie des femmes qui non seulement trouvent de l'argent, mais aident les gens qui ont de l'argent à mieux les placer. Elle est donc à la tête, comme vous l'avez dit, donc de CGF Bourse. Mais dans le contexte actuel où chacun regarde, chacun avec un peu de méfiance du fait justement du coronavirus, est-ce que le moral des gens qui placent leur argent dans les bourses est au beau fixe? Le moral, je serais naïve de dire que le moral est au beau fixe. Parce qu'aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est mondial, on est mondialement touché. Donc, c'est partout pareil. Vous avez vu le 9 mars dernier, la baisse des marchés d'environ 15% sur l'Europe, 20% sur les États-Unis. Donc, du coup, de manière indirecte, on est touché. Pourquoi on est touché? Parce que tout simplement, les gros porteurs en général sur nos marchés sont des étrangers. Et en particulier les fonds d'investissement étrangers. Et ces fonds d'investissement étrangers, en général, on a vécu toutes les crises de cette manière-là, parce que chaque fois qu'il y a eu une crise de l'autre côté, ils étaient obligés de venir sortir massivement de notre marché. Et donc, du coup, par effet boomerang, on se retrouve avec un marché baissier. Et aujourd'hui, le meilleur moyen de contourner cela, c'est d'aller à la recherche d'investisseurs locaux. Ça fait 20 ans, 22 ans que nous existons. Les locaux ne se sont pas encore appropriés le marché. Et qu'est-ce qui se passe? On n'est pas allé vers eux ou on n'arrive pas à les trouver? En fait, ils sont là. Oui. Ils sont là, mais comme je dis souvent, nous sommes le parent craint de la finance. Chaque fois qu'on parle de bourse, tout le monde s'inquiète. Parce qu'on a l'habitude de voir les crashs boursiers, etc. Et on oublie l'aspect, parce qu'on se concentre tellement sur l'aspect risque, qu'on oublie qu'il y a un aspect sécurité qui est derrière la bourse. D'un côté, vous avez les actions qui fluctuent, qui est un titre de propriété. Ça veut dire que vous êtes propriétaire donc, de ce produit-là, donc de cette structure-là à hauteur du nombre d'actions achetées. Ça, elle vous appartient. Quand la société marche, vous gagnez. Quand la société perd, vous perdez. Donc ça, c'est cet aspect risque du marché. Mais de l'autre côté, nous avons les obligations. Et sur les obligations, comme son nom l'indique, vous prêtez à une structure des fonds qui a l'obligation de vous rendre votre capital selon un calendrier prédéterminé et de vous remettre des intérêts. Et ça, c'est l'aspect sécurité. Alors donc, si les Sénégalais ou les Africains de façon générale fuient les actions parce que c'est risqué, donc il y a une ruée vers justement les obligations. Il y a une ruée vers les obligations, le tout est de connaître, de ne pas se dire, parce que nous aujourd'hui, ce que nous avons vécu, même dans l'éducation financière, et plusieurs interventions ont été faites à ce propos-là, dans l'éducation financière, nous on est obligés d'éduquer même les financiers. Donc c'est dans l'éducation financière, on ne va pas vers le grand public, on y va, mais
On va d'abord vers les financiers qui, eux, nous disent « Ah, vous, il faut beaucoup d'argent pour venir vous voir. » N'est-ce pas? Et donc, c'est le réflexe qu'ils ont souvent. Il faut beaucoup d'argent pour venir vous voir, alors que c'est en bourse qu'on s'enrichit. Justement, il y a deux dimensions, Mamadou, si vous permettez. Il y a le fait d'être coté en bourse, mais il y a aussi le fait de faire des placements. Pourquoi, pour les deux cas, il faut aller vers la bourse? OK. Aujourd'hui, quand un émetteur a besoin de financement, par exemple une société lambda, je prendrai souvent l'exemple de Sonatel parce que c'est le mieux connu. Sonatel s'est réveillé, avait besoin de fonds nouveaux. Au lieu d'aller vers les banques, au lieu d'aller vers les financements classiques, il a préféré se dire « je suis mûr, je suis prêt à venir me faire coter ». Je vais me faire coter, je vais d'abord sur le marché primaire comme on l'appelle, c'est-à-dire je vais d'abord vendre mes actions au public. Donc c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Et ensuite, je vais aller vers la bourse. Donc là, vers la bourse, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché boursier, c'est juste un endroit où se rencontrent l'offre et la demande. C'est exactement partout, comme tous les marchés. Donc aujourd'hui, Sonatel, depuis donc octobre 98, cote tous les jours. Certains, jusqu'à aujourd'hui, vous demandent est-ce qu'il vous reste des titres, alors qu'il suffit de se connecter directement pour voir que le Sonatel aujourd'hui coûte 14 500. Sonatel aujourd'hui va donner des dividendes au mois de mai qui aujourd'hui se rapportant au cours actuel, vous êtes dans un rendement de presque 9%. Alors, toujours dans le placement des crédits, les parents, ils se soucient justement du devenir de leurs enfants. Ils veulent aussi mettre de côté un peu d'argent pour financer ultérieurement justement les études de leurs enfants, notamment au plan supérieur. Comment vous... Parce que d'abord, vous êtes séduisante. Quand vous vous adressez à une famille, comment vous vous y prenez pour essayer justement d'emporter la conviction des parents qu'il faut investir justement dans l'éducation en faisant des placements boursiers? D'accord. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est factuel. Le rendement est factuel. Aujourd'hui, si vous allez dans un rendement sécurité, vous pouvez avoir un minimum de 5% annuel. Donc, un minimum de 5% annuel peut vous amener à dire, mon enfant a 10 ans, ou bien mon enfant vient de naître, je place mes fonds, je fais des virements permanents, et progressivement, je me constitue une épargne me permettant de l'envoyer plus tard étudier, faire de grandes études, ou bien je fais pareil pour mon logement. Le tout est de ne pas être pressé. En fait, la bourse... C'est de la patience. C'est de la patience, mais je pense réellement qu'on ne perd pas tant qu'on n'a pas vendu. Aujourd'hui, une personne patiente qui rentre sur le marché, par exemple, à 16 ans, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas millionnaire à 50 ans. Faut-il y ajouter la passion, puisqu'on parle de patience? Ah oui. Passion, ça dépend. Pour quelqu'un qui veut investir et s'investir, oui, la passion. Je crois qu'on est très vite pris dans la passion. Parce que tout simplement, on commence à suivre les cours, on regarde le marché, comment il... et on boursicote. Voilà. Donc aujourd'hui, on suit les tendances du marché. Et on s'est rendu compte que parfois même les meilleurs traders n'avaient pas fait finance de marché. C'était juste la passion. Il suffit de suivre des titres sur le marché, de savoir quand entrer et quand sortir, et ça, il faut un suivi. Même s'il n'est pas quotidien, il faut être présent. C'est pourquoi je dis souvent à ceux qui viennent, surtout sur du risque, je leur dis, il faut avoir comme meilleur ami votre conseiller financier. Parce que à ce moment-là, voilà, il pourra vous indiquer quand entrer, quand sortir et suivre la tendance avec vous. Mais on a beaucoup d'investisseurs ponctuels et qui se disent, j'ai mis une certaine somme et je veux devenir milliardaire très vite. Alors que c'est la progression. Est-ce que à tous les coups, on gagne? À tous les coups, on gagne, je ne l'indiquerai pas comme ça. Parce que si je vous dis à tous les coups, on gagne quand vous subissez une baisse et que vous voulez sortir, parce que quand on ne s'y connaît pas trop, il y a certains qui sortent quand ça baisse. Immédiatement. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne sont pas encadrés. Et ils ne sont pas encadrés. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir, on est obligé d'entrée de jeu de faire son profil. Parce qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, les bourses africaines, généralement, elles ont entre 20 et 30 ans. L'âge d'or de la bourse africaine, c'est à venir? C'est déjà passé ou c'est le présent? Africaine, si vous dites sénégalaise, BRVM, la bourse régionale de valeurs mobilières, on est jeune. On est jeune et certains en ont profité.
Je peux dire qu'on a vécu une belle période, une très belle période. D'exubérance, comme dirait l'autre. Oui, les gens, en fait, tout pour ceux qui, les initiés, ou les initiés, ce qui veut dire quelqu'un qui s'y connaît, un marché naissant, c'est là où il faut investir. Parce que ça ne peut que monter, aller vers la hausse. Oui. Un marché naissant. Donc, c'est pourquoi j'ai dit on s'est retrouvé avec beaucoup de fonds d'investissement sur notre marché. Et donc, subprime, on l'a vécu en 2008, parce que tout simplement, ces fonds d'investissement devaient constater leur plus-value sur notre marché pour aller de l'autre côté faire face à la crise, ainsi de suite. Donc, toutes les crises ponctuelles, coronavirus, on vit pareil. Donc, il y a des sorties massives des fonds d'investissement, mais en face, quels sont les locaux qui viennent pour dire ces titres-là, je sais qu'il y a un rendement avéré, je les prends. C'est pourquoi on... Oui, la dernière question, quand j'écoute Ndeye Khady, en arrière-plan, évidemment, on ne peut pas ne pas se souvenir justement de ce géant de la finance africaine qui est Gabriel Fall. Vous êtes sans doute des Amazones qui vont continuer peut-être son œuvre. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Nous sommes obligés, surtout pour nous qui sommes là depuis le début. Oui. Donc nous avons vécu quasiment toutes les étapes du marché, construction du marché et puis la consolidation actuelle. Donc on est obligé de tenir les rênes et de les passer. On en est arrivé à ce stade-là. C'est une belle chute, mais qui peut faire un placement boursier? Toutes les bourses en une fraction de seconde? Tout le monde. Tout le monde? Tout le monde. Un montant? Tout le monde. Plancher, plafond? Aujourd'hui, mon laveur de voiture a un compte. C'est l'exemple. Et le paysan aussi de Aïrelaou peut avoir son compte. Tout le monde. Très bien. Merci. Constituer une épargne, c'est essentiel. Merci pour Aïrelaou, Mamadou. Boursicoter, j'ai bien retenu ce mot. Oui. Je pense que, ne serait-ce que pour ça, cet entretien, il fallait le faire. Merci Ndeye Khady Diack de CGF Bourse. Mamadou Ndiaye, merci et bonsoir chez vous. La suite de la Totale. Bouillon Culture, lorsque nous regardons une œuvre d'art, le premier réflexe est de constater s'il nous plaît ou pas, le trouvons-nous beau, intéressant, sensé. C'est le résultat de notre jugement, de notre regard critique. Cette appréciation n'est cependant pas la seule finalité de l'artiste. Ainsi, peintres, sculpteurs, cinéastes et autres poètes ont toujours un message à faire passer à travers l'art. C'est un reportage d'Oussama Monique Sagna avec Moussa Fall pour les images. L'art est superflu. Beaucoup pensent même qu'il n'a aucune utilité. En croire sa définition, peut-on reprocher à l'art de ne rien délivrer comme message? En tout cas, pendant longtemps, la beauté a été la seule finalité de l'art. C'est-à-dire que l'art ne visait que la beauté. Et dans cette perspective, si on retrouve un peu les classiques, l'œuvre d'art était une œuvre qui, sortie des mains et de l'esprit des hommes, pouvait rivaliser en beauté avec la création divine. Si nous prenons les Parnassiens dissociaient la beauté et l'utilité. Théophile Gautier disait par exemple, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Et tout ce qui est utile est laid. Et dans cette perspective, on pourrait s'adresser à une œuvre d'art en lui disant, sois belle et tais-toi. Autrement dit, l'œuvre d'art n'a aucune signification. L'œuvre d'art ne doit transmettre aucun message, ni moral, ni politique, ni social. Mais c'est une conception. Le but de beaucoup d'œuvres d'art n'est pas donc de nous apprendre quelque chose. Pourtant, il est évident que de beaucoup d'autres œuvres, on peut tirer une connaissance. Les plus évidentes sont bien sûr les œuvres dites engagées. Kinéao, artiste peintre, ne ménage aucun effort pour donner une portée sociale à ses œuvres. Je préfère que les gens voient plus le côté message dans ce que je travaille, culturel, plutôt que le côté beau, comme vous dites, car elle est relative. Donc je ne travaille pas forcément aussi pour que ça soit beau, pour que ça plaise. Je travaille plus par rapport à ce qui enfuse en moi, essayer de faire des recherches, surtout plastiques, effectivement, recherche de matériaux, parce que c'est très technique, mais aussi véhiculer des messages, parce que je trouve qu'on a une notion de sensibiliser et de communiquer. Donc nous sommes des artistes, nous sommes des acteurs engagés dans la société et c'est notre droit, parce qu'on peut voir même s'il y a un problème, par exemple une pandémie, par exemple, je donne un exemple,
les ministères, par exemple, de la Santé font appel aux acteurs culturels, aux artistes, parce que c'est à travers eux que le message passe. Quant au réalisateur Mortal Kandji, très inspiré par la société, il se veut le témoin de son temps à travers ses productions. Quand tu réalises, c'est pour lancer un message. Hein. Je pense que ça dépend de ton point de vue, ce que tu vas raconter. Mais derrière chaque réalisation ou œuvre, il y a un message que l'artiste veut véhiculer. Moi, dans mon dernier film, je parlais juste l'histoire des petites gens, c'est-à-dire en Bobos, les Boudjouman, comment on a un regard envers eux. Moi, c'est ce que je voulais montrer, que c'est des gens qui sont très humains, qui sont très positifs. Mais pour ce qui est de la pertinence, le professeur nous en dit un peu plus. C'est assez problématique. C'est vrai que si on prend le domaine du théâtre, c'est vrai qu'à travers le théâtre, on véhicule parfois des messages. Mais pour ne pas citer des téléfilms quand même, je trouve qu'il y a certains téléfilms qui véhiculent des contre-valeurs. Parce que ce n'est pas de notre culture, ce n'est pas de notre paysage social. Je crois que le gangstérisme, par exemple, ce n'est pas notre culture. Et donc, je pense que c'est vrai qu'à travers certaines pièces de théâtre, il y a un message qui est véhiculé, mais je crois qu'il va falloir peut-être censurer certains téléfilms. Et dans le cas de la musique, par exemple, c'est vrai qu'à travers la musique, les artistes véhiculent des messages, même si ce n'est pas souvent des messages très utiles. La création d'une œuvre d'art ne se fait pas forcément dans l'optique de l'apprentissage. La recherche de la beauté ou des émotions est le plus souvent privilégiée. Toute œuvre possède un potentiel formateur, même lorsqu'elle n'est pas créée pour ce but. La portée d'une œuvre peut tout à fait dépasser les intentions de l'artiste. Nous sommes avec Oussama Monique Sagna, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Est-ce que l'engagement de l'artiste est une tendance nouvelle ? Pas du tout. L'engagement a existé fort longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un mouvement ou bien une forme d'expression où les artistes se réclament engagés. C'est le street art ou l'art urbain. Ces artistes sont quasiment tous engagés. Mais bien avant eux, durant le Moyen-Âge ou la Renaissance, on a vu des peintures qui dénoncent l'atrocité de la guerre avec Rubens ou bien Picasso avec Guernica. Donc on a vu des œuvres s'engager pour une cause ou pour une autre fort longtemps, même si, comme je l'ai dit tout de suite, l'art urbain est davantage plus engagé actuellement. L'art va avec l'engagement. L'art va avec l'engagement. Le message peut être latent, on ne peut pas le voir du tic au tac, mais derrière chaque œuvre, il y a un message véhiculé. Très bien. Alors, avec les différentes formes d'art, peut-on dire que certaines sont plus adaptées à l'engagement que d'autres ? L'engagement est quasiment existant dans tous les domaines artistiques. Donc, que ça soit du théâtre, on se rappelle des pièces de Molière, L'Avare, Don Juan, ou bien l'École des femmes, où il dénonce les mœurs de cette époque. Si on prend une autre forme d'art, la poésie avec les poètes négro-africains, Aimé Césaire, Damas, Senghor avec un style moins virulent, voilà, ils ont contribué à la lutte anticolonialiste. Ils ont mis leur talent au service d'un peuple pour affirmer que ce peuple a une culture, que ce peuple a des valeurs et que la colonisation a beaucoup de tard. Si on prend la musique également, dans la musique, il y a une sorte d'engagement. Peut-être qu'il y a des genres musicaux où l'engagement est plus vivant, le reggae par exemple. Donc, ça dépend. Déjà, l'engagement, c'est l'artiste qui prend cette optique de l'engagement. Dans le 7e art également, on a vu Quand Charoy de Ousmane Sembène et de Thierno Katisso. Ce film dénonce le massacre colonial de la France. Donc, dans toutes les formes d'art, on peut voir de l'engagement, Mamadou. Et justement, souvent, on remarque quand même qu'il y a presque une sorte de petite guerre entre les artistes. Je prends l'exemple de la musique. Les rappeurs ont souvent, pour ne pas dire toujours, considéré les Mbalakman comme des artistes non engagés, jusqu'à ce que cela se termine par un match de football. Tout à fait, ça s'est terminé par un match de football. Et même entre eux, ils se font un peu la guerre avec le clash. Oui, donc c'est un genre voilà, c'est un genre musical engagé en quelque sorte. Les rappeurs sont des dénonciateurs. Peut-être maintenant ils ont tendance à varier le genre pour satisfaire un large public.
Et devant un tableau, peut-être l'engagement, c'est pour les initiés. Est-ce qu'on peut facilement détecter l'engagement d'un artiste à travers une œuvre d'art? C'est plus difficile. Oui. C'est plus difficile parce que même les artistes ne veulent pas décrire leur tableau. Ils laissent libre cours à votre imagination, à vos sensations pour décrire. La plupart des peintres ne veulent pas donner une interprétation. C'est plus subtil avec la peinture, mais plus visible avec l'écrit, peut-être, ou bien avec le 7e art, le cinéma, avec la mise en scène et les scénarios. L'art engagé dérange-t-il, Oussama? Sûrement. Sûrement, Mamoudou. L'art engagé dérange parce que tantôt j'ai cité Kantcharoy de Sembène Ousmane qui a été réalisé en 1988, qui a eu un fort succès ici au Sénégal, mais pas en France. Figurez-vous que c'est à partir de 1898 que Kantcharoy a commencé à être projeté dans quelques salles. C'est-à-dire que quand vous dénoncez quelque chose, c'est au profit de quelqu'un au détriment d'une autre partie. Donc c'était une forme de censure donc, du côté de l'Hexagone. On a vu aussi des artistes s'exiler. On a vu des œuvres censurées. Et là, aujourd'hui, on regarde les thèmes qu'abordent les artistes engagés. Ils n'épargnent personne. Ils parlent de la surexploitation, ils parlent de l'environnement, ils parlent de l'harcèlement sexuel. Ils s'attaquent à tous les tares ou bien toutes les mœurs de notre époque. Donc, sûrement, cet engagement dérange. Et les révolutions viennent souvent du monde de la culture, des artistes. Tout à fait. Très bien. Merci. Merci Oussama Monique Sagna. À dimanche prochain. À dimanche. Nous passons à la rubrique suivante. Ailleurs nous mène à Kolda. Ce soir, le harcèlement sexuel en milieu scolaire, notamment à l'encontre des filles, est un phénomène assez répandu. Mais il n'est pas le seul. Il y a aussi le harcèlement moral. Les victimes de remarques désobligeantes sont nombreuses et elles font souvent référence à leur appartenance culturelle, géographique, ethnique ou à leur physique parfois. Seydou Diatta nous en parle. Le harcèlement, c'est un phénomène qui est devenu très récurrent. Le harcèlement, surtout moral, Mariama en a bien connu. Tout comme tant d'autres continuent d'en subir dans cette partie sud du pays appelée Fouladou. On est aujourd'hui dans des communautés où les gens sont devenus asociaux. Les gens ne communiquent plus, les gens ne s'entraident plus et les gens stigmatisent au fur et à mesure. Les gens sont devenus verbalement agressifs. Je donne l'exemple sur moi-même. Issu d'une famille peul, très conservatrice, du coup à l'école, tu es considéré comme une personne qui n'est pas éveillée. Donc, si tu n'es pas forte, tu risques d'abandonner. À chaque fois, les gens les harcèlent. Tu n'es pas comme nous en fait, tu es différent de nous, au point que ces personnes-là perdent leur estime de soi. Cette pratique ou agissement de nature à atteindre aux droits et à la dignité des victimes prend des proportions inquiétantes. Et le plus souvent, les cibles le sont à cause de leurs origines géographiques, ethniques ou tout simplement à cause de leur morphologie. Les élèves, que ce soit la fille ou le garçon, peuvent être victimes d'harcèlement lié à son origine, à sa morphologie, n'est-ce pas, à sa culture, etc. Donc c'est des choses qui, effectivement, se passent dans les établissements, mais qui sont occultés et qui pourtant ont aussi un impact sur l'abandon des élèves. Les conséquences, bien sûr, peuvent être nombreuses et souvent, elles aboutissent à l'échec scolaire ou à l'abandon scolaire chez les jeunes. Parce que souvent, c'est des situations que les enfants ne partagent pas à la maison avec les parents ou avec d'autres adultes ou avec même l'enseignant, qui pousse l'enfant victime de harcèlement de la part de ses camarades à ne plus avoir confiance en lui-même et à ne plus considérer l'école comme un lieu sûr où il peut s'épanouir. Quand une personne perd son estime, il perd l'ensemble de ses facultés mentales, psychiques, psychologiques et sociales. Il devient amer. Il devient un sous-homme. Et nous, ce que nous faisons, c'est nous renforcer cette estime-là, nous renforcer la commune, nous renforcer aussi les capacités de cette personne-là. Le Centre Conseil Ado nous a formés. On accueille toutes sortes de personnes. On leur donne une seconde famille. La chance peut-être qu'elles n'ont pas eu en communauté, voilà, et tout.
Ici, on essaie de leur donner ça afin qu'ils puissent se sentir importants dans la société. Nous faisons en sorte que cette personne-là croit plus en lui, en ses valeurs, en ses croyances et soit plus positif envers ce qu'il est en train de faire. Absolument. Je prends le cas du CM2 où effectivement depuis 2 ans, nous travaillons dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet Passerelle. Donc l'école doit être un environnement d'apprentissage sûr. Les acteurs intervenant dans la protection des droits de l'enfant, notamment le droit à l'éducation, ont toujours indexé le harcèlement sexuel comme étant la mère des déperditions scolaires. Mais au regard de ce qui se passe dans les écoles, force est d'admettre que le harcèlement moral en est aussi la cause. Fin de cette première partie de la totale, la seconde juste après le journal de 19h45 d'Adama Anouchkaba. Bonsoir Adama et bon journal. Bienvenue à tous sur ITV, le journal que nous démarrons avec le coronavirus. 2 nouveaux cas testés positifs aujourd'hui. Le Sénégal compte à ce jour 26 cas déclarés, dont 2 guéris. Les 24 sont encore sous traitement. Ces 2 nouvelles contaminations signalées ce dimanche sont un Sénégalais de 37 ans venu de Barcelone et un enfant de 15 ans. Tout de suite, les explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. 2 prélèvements sont revenus positifs sur les 15 reçus par l'IPD. Il s'agit d'un Sénégalais âgé de 37 ans, venu de Barcelone par Air Sénégal dans la nuit du 14, c'est-à-dire hier. Il a été détecté dès son passage devant les caméras thermiques de l'AIBD et mis en quarantaine immédiatement dans le box d'isolement de l'aéroport pour prise en charge et prélèvement. Le deuxième cas, il s'agit d'un enfant de 15 ans, contact du Sénégalais résident en Italie et déclaré positif le 11 mars 2020. À ce jour, 26 cas donc ont été déclarés positifs, dont 2 guéris et 24 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et Touba se déroule bien. Leur état de santé est stable. Par ailleurs, nous constatons que depuis quelques jours, des vidéos circulant dans les réseaux sociaux remettent en cause la présence de cas de Covid-19 au Sénégal. Je tiens à informer l'ensemble de la population que ces informations sont fausses. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'outrecuidance de diffuser des informations mensongères. Dès demain, le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la riposte nationale contre le Covid-19. Et cette interrogation va-t-on vers le report du Magal de Kazouradiap prévu le 22 mars prochain? La famille de Serine Fallou Mbacké doit se prononcer dans les prochaines heures. Il y a aussi les Layènes qui doivent également dire si l'appel sera maintenu ou tout simplement annulé. Une pile de mesures prises hier par Macky Sall, allant de la fermeture des écoles à l'interdiction de tout ce qui est rassemblement public. Mais l'économiste Abouele ne trouve pas ces décisions pertinentes. Il est pour la fermeture des frontières, n'est pas d'accord avec lui. Le spécialiste de la prévention et de la gestion des pandémies, Seydina Alibouli. Ils étaient les invités de l'émission L'air du temps de ce dimanche, la synthèse avec Mamam Dougué-Kassé. Les mesures prises par le chef de l'État pour limiter la propagation du coronavirus ne sont pas celles qui étaient attendues, regrette cet économiste et consultant. Il pense qu'il fallait tout simplement
décréter la fermeture de nos frontières aériennes aux pays fortement touchés par le coronavirus. Je pense que ces mesures viennent à point. Quand même, il était temps de le faire. Mais ce que je déplore, c'est que les mesures les plus efficaces n'ont pas été prises. Par exemple, il fallait interdire tous les vols en provenance des lieux infectés. En matière de pandémie, la meilleure des mesures n'est jamais prise, réplique son co-débatteur. Ces spécialistes de la gestion des pandémies déplorent le retard accusé par le chef de l'État pour prendre ces mesures. Ce qu'on peut regretter, c'est peut-être le timing, mais il vaut mieux tard que jamais. Nous ne sommes pas dans une situation aussi dramatique à l'heure actuelle au Sénégal. Donc, je pense que c'est vraiment de bonnes mesures. L'économiste persiste et signe. La mesure qui vaille, ce n'est ni plus ni moins que l'interdiction des avions en provenance de pays fortement impactés par le coronavirus d'atterrir sur nos tarmacs. Abdouele ne croit pas du tout que cela aurait un impact considérable sur le plan alimentaire. Nous sommes les producteurs de matières premières et les consommateurs dans le monde. Et ça, c'est déplorable. Et des situations pareilles, quand même, nous mettent à l'épreuve pour nous ouvrir les yeux, pour nous interpeller par rapport à un certain nombre de préalables, quand même, indispensables si on veut rester indépendant et émergent, comme certains veulent le dire. Seydina Aliou Boli réfute catégoriquement cette thèse défendue par son vis-à-vis. Selon lui, le Sénégal ne peut pas se permettre ce luxe car son économie dépend très fortement de l'étranger. Le plus important à ses yeux est que des mesures soient prises pour la protection des communautés et que cette pandémie puisse servir de leçon à tout un chacun. Mamadou Gagassé, aussitôt cette décision annoncée, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont commencé à déserter le campus social. Ils rentrent chez eux pour se mettre à l'abri du coronavirus. Cependant, cette suspension des cours risque d'être compliquée pour les étudiants non sénégalais. Le reportage de Abdourahmane Di et Souleymane Meng. Dans ce campus universitaire de Dakar, règne une ambiance de veille de fête de Tabaski. Les étudiants sortent un à un de l'UCAD, valises en main, sacs au dos, pour rentrer dans leurs localités respectives. Une conséquence des dispositions prises par les autorités sénégalaises dans le but de stopper la propagation du Covid-19. Une disposition que Serigne Morphal, étudiant, salue à quelques jours des examens prévus à la fin de ce mois. Oui, bien sûr, je compte rentrer comme la plupart de mes camarades l'ont fait. On était en train de préparer des examens, presque toute l'université préparer des examens, sauf la faculté de médecine qui ont terminé leurs examens. Mais quant aux autres, on devait faire ces examens d'ici la fin de ce mois jusqu'au mi-février. Toujours au sein de l'UCAD, non loin de la direction du coude, contrairement aux mesures édictées par l'OMS, un rassemblement est constaté. Un paradoxe qui s'explique. Le directeur du coude a jugé nécessaire de mettre des bus à la disposition des étudiants partant vers les 45 départements du Sénégal. Actuellement, on a réparti en départements. Chaque PCS ou bien chaque président est en charge de quelques départements. Maintenant, si la personne vient, il dit tout simplement le département dans lequel il est issu, ou bien elle est issue. Donc, on l'indique, il ou elle va là-bas et on l'inscrit. La fermeture du campus universitaire est finalement un impératif pour limiter la propagation du virus. Une université, c'est une zone d'agglomération. Si la maladie entre ici, il peut avoir une propagation rapide et vraiment c'est une décision qui est très importante. Cette décision du chef de l'État de fermer les crèches, écoles et universités, salutaire aux yeux de certains étudiants, ne manque pas d'inconvénients. Pris au dépourvu, cet étudiant béninois ne dira pas le contraire. Cette décision a engendré d'autres décisions. Le service du coude qui demande à ce que les étudiants vident et tout. Donc comprenez que ce n'était pas prévu et ça nous tombe dessus comme ça. Il faut dans l'immédiat trouver une solution. Ce qui est un peu compliqué pour nous autres étrangers. À l'heure là, nous ne savons encore à quel sein se vouer. Nous sommes dans le désarroi total. On ne sait qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, il n'est pas possible
de rentrer dans notre pays pour le moment, ce n'est pas encore envisageable et tout. Le Sénégal déclenche l'urgence avec un total de 22 cas confirmés. Cette couche de la population invite à la vigilance. Et cette précision, la décision de fermeture des crèches, des écoles et des universités concerne également les daras, aussi bien modernes que traditionnels. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, se veut clair. Alassane Samba Diop l'a joint pour nous. C'est une mesure qui concerne les élèves du public, du privé, des daras modernes et des daras publics. Donc en fait, nous sommes le ministère de l'Éducation nationale. Nous ne sommes pas seulement le ministère des écoles. Nous ne sommes pas le ministère seulement des enseignements dans l'école publique. Nous nous occupons de l'éducation de nos enfants, de toute la jeunesse sénégalaise. Les daras sont également concernés. C'est un appel que nous lançons en tout cas à tous ces responsables, qu'ils soient du public ou du privé, de daras modernes ou daras non publics ou daras privés, pour qu'ils appliquent à la lettre ces décisions, pour que ces enfants puissent rester chez eux. En réalité, ce que nous voulons faire, c'est de créer des barrières, créer une barrière par rapport à ce virus. Des pays développés, des pays qui ont beaucoup de moyens sont aujourd'hui dépassés. Quand il y a eu plus de 250 morts dans un pays en une journée, les morgues étaient pratiquement, ils étaient dépassés. Et nous ne voulons pas qu'on y arrive. Nous sommes en train de les isoler. Et pour nous isoler, un public qui fait plus de 3,5 millions, à mon avis, nous devrions s'appuyer sur ce public-là. Quand on isole ces 3,5 millions jeunes, nous isolons en même temps leur famille. Nous isolons également leurs formateurs et leur encadrement. Donc ça veut dire que c'est un moyen extrêmement sûr, en s'appuyant sur l'école, le public de l'école, pour cantonner, pour ce virus-là, qu'on puisse le combattre et l'éradiquer très rapidement dans notre pays. Et toujours selon le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, la décision de fermeture des écoles concerne plus de 4 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire. Allons maintenant découvrir ou plutôt voir comment le petit commerce se porte à l'ère du coronavirus. Le reportage est signé Mortala Anne et Séléman Diallo. Du chef de l'État sur l'interdiction des rassemblements de personnes pour éviter la contamination du virus n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour ce vendeur de débiterie, les mesures doivent être appliquées. Les mesures doivent être appliquées car la maladie a fait des ravages un peu partout dans le monde. Nous ne pouvons que magnifier cela. Ils l'ont fait au bon moment. Pour notre travail, pour le moment, nous ne sentons pas l'impact. Les clients fréquentent toujours les restaurants et vendeurs de café. La maladie n'a pas encore impacté leur chiffre d'affaires. Pour les clients, ils viennent comme avant, mais des fois, ils nous réclament des gels à main pour plus de sécurité et éviter la contamination, puisqu'on parle d'épidémie. Pour l'instant, je m'en sors bien. Le coronavirus n'a pas empêché les clients de venir. Même si les clients mangent toujours dans les restaurants, les mesures recommandées pour lutter contre le coronavirus sont assez bien suivies. Mortal en transition pour une économie à grande échelle. Pour l'année 2019, les recettes de la Direction générale des impôts et domaines sont estimées à 1619 milliards de francs CFA. La DGID veut atteindre les 1700 milliards en 2020, mais avant, il faut gérer le contexte actuel marqué par la pandémie du coronavirus et l'évasion fiscale. Devant le jury du dimanche, aujourd'hui, Bassirou Sambagnas, directeur général de la DGID, je vous propose de regarder cet extrait de l'entretien. Regardant le produit intérieur brut qui représente la richesse nationale, l'impôt, la totalité des recettes fiscales que nous prélevons tourne autour de 16%, c'est ce que nous appelons communément taux de pression fiscale. On voit donc que c'est insuffisant. Des redressements fiscaux se font tous les jours par l'administration fiscale. Nos redressements ont généré des montants extrêmement importants qui dépassent 50 milliards. La DGID a réalisé au titre de l'année 2019 1619 milliards. 1619 milliards, soit comparativement à l'année 2018, une progression de 21%. Une progression de 21%, je rappelle, c'est 3 fois le PIB. L'année 2020, c'est 1722,1 milliards qu'on attend de la Direction générale des impôts et des domaines. Effectivement, le coronavirus aujourd'hui, c'est une contrainte au niveau mondial. A priori, intuitivement, on peut penser qu'il peut y avoir un impact négatif sur les recettes.
Cette semaine, la Direction générale des impôts et domaines a révélé que seuls 500 000 Sénégalais payent l'impôt. Bassirou Sormagnas appelle les fonctionnaires à s'impliquer davantage. Il compte sur le secteur informel pour une hausse de 10% au moins des recettes fiscales d'ici 2024. Regardez. Si on met plus de taux sur un nombre réduit et que ce nombre supporte tout, ce nombre réduit risque d'avoir des difficultés et par conséquent de ne pas payer. Donc, ce qui signifie donc, nous n'allons pas dans ce sens-là. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est d'élargir, c'est de pousser, d'élargir la base de la pyramide. On voudrait avoir, au lieu de 25 000 qui cotisent réellement, ce que nous visons dans notre objectif, c'est d'avoir à la fin du programme 500 000 qui cotisent réellement et hors salariés. Pour faire en sorte que ceux qui supportent deviennent plus nombreux. Et si on parvient à atteindre cet objectif-là, la prochaine étape à envisager, c'est de dire comment je réforme mes impôts pour aboutir à une charge individuelle moins élevée. À présent, la rubrique l'article de la semaine à l'honneur Sud Quotidien. Nos confrères ont réalisé un dossier sur la loi interdisant les sachets plastiques. Elle doit d'ailleurs entrer en vigueur le 20 avril prochain. L'autre fléau des sachets plastiques, le titre de l'article signé Mariam Djigo, Elhadj Malick Cissé et Bara Sow l'ont rencontré. De temps à perdre, l'État du Sénégal veut mettre fin au péril plastique en appliquant la nouvelle loi numéro 2020-04 à partir du 20 avril prochain. Mais l'absence de préalable aux yeux de nos confrères de Sud Quotidien, de politique d'anticipation et de mesures d'accompagnement pourrait menacer l'effectivité. Oui, ce dossier, c'est en perspective de l'entrée en vigueur de la loi interdisant les sachets plastiques qui est prévue le 20 avril prochain. Et actuellement, il y a le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Abdou Karim Sall, qui est en tournée dans les régions pour sensibiliser un peu les acteurs sur la loi. Mais il y a aussi certains acteurs qui sont dans le processus de vente et de fabrication de sachets plastiques qui disent qu'il faut un peu reporter la loi pour mieux se préparer. On est parti de là pour poser le débat. On a entendu le cri de cœur des acteurs des sachets d'eau. Et aussi, avec la tournée initiée par le ministre, on s'est dit donc qu'il est important qu'on fasse ce dossier. Les autorités campent sur leur position. Le Sénégal a même durci son dispositif juridique. Et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 8 janvier 2020. Au Sénégal, on a l'habitude de voter des lois et après, l'effectivité pose problème. C'était juste pour l'interpeller par rapport au côté juridique. Selon lui, les lois sont faites pour être appliquées. Ce n'est pas au fait tous les sachets plastiques que la loi interdit. Il y a des sachets qui ne sont pas interdits, donc il était mieux de rappeler la loi. L'enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD, Dr Jean-Béran Ning, est sans embâche. Le Sénégal ne doit pas reculer sur l'applicabilité de la loi relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Il a dit que le gouvernement ne doit pas reculer en ce qui concerne l'application de la loi parce que c'est pour préserver l'environnement, même s'il reconnaît qu'il y a un besoin d'échange avec les acteurs. Il a aussi demandé à l'État d'encadrer la substitution, c'est-à-dire les moyens qui vont remplacer les sachets plastiques. L'utilisation de plastique est véritablement ancrée dans le quotidien des Sénégalais. Certains espèrent trouver une alternative pour remplacer ainsi les sachets plastiques. Je ne sais pas si l'État est prêt ou bien il n'est pas prêt, mais en tout cas, il ne doit pas reculer sur l'application de cette loi parce que c'est d'abord pour la préservation de l'environnement. Ensuite, ça joue beaucoup aussi sur la santé des populations. Donc, on devait initier des grandes campagnes de sensibilisation, descendre dans les quartiers, dans les marchés pour sensibiliser les gens sur les dangers du plastique. Ça fait les quotidiens des populations au Sénégal. Quand ils sortent, ils voient partout des sachets plastiques qui jouent un peu sur l'image même de la capitale sénégalaise. En interdisant les sachets plastiques, ça peut même un peu jouer sur le programme Zéro déchet initié par le président Macky Sall
sans oublier donc la préservation de l'environnement et aussi la santé des populations. La loi portant interdiction des sachets plastiques entre en vigueur à partir du 20 avril prochain. Mais à quel degré en termes d'effectivité? Une équation jusque-là non résolue. Et c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de l'avoir suivi. Un merci à toute l'équipe de la régie. Restez avec nous dans un instant. La suite de La Totale avec Mamadou Ibrakan. Merci Adama Anouch Kaba, vous l'avez dit. La suite donc. En ligne ce soir, professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé des facultés de droit, chercheur en droit et économie du sport. Bonsoir professeur. Bonsoir M. Kahn. On est tous rattrapés par le coronavirus, c'est le sujet d'ailleurs, ses répercussions au plan international. Annulation de toutes les manifestations publiques dans les domaines sportifs, social, économiques, religieux. Cela se passe presque sur tous les continents. Peut-on parler d'un monde en crise à cause du coronavirus, professeur? Monsieur Kahn, votre question me rassure parce que quand vous parlez de coronavirus et puis à un juriste, je me posais des questions en disant qu'est-ce que je peux bien dire. Bon, quand il s'agit de parler d'impact et de conséquences, oui, effectivement, nous sommes franchement actuellement rattrapés par ce virus qui nous plonge dans une situation de crise, je crois, une véritable crise, dans la mesure où je crois que nous vivons une forte rupture dans notre manière d'être, notre mode de vie. On aurait dit notre way of life. Et cela n'est pas du tout de notre choix. Ce n'est pas notre choix. Nous sommes obligés de vivre de cette manière-là parce que tout simplement, un virus a décidé de nous confiner et de nous mettre en garde et d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution pour éviter que, autant le virus est mondialisé, pour éviter que les effets néfastes se mondialisent. Donc, on est vraiment dans une situation de crise aujourd'hui et effectivement, ça impacte sur presque tous les plans de notre activité. Quand je dis que nous sommes en crise dans notre manière de vivre, c'est dans notre manière de vivre notre économie, dans notre manière de vivre nos loisirs, dans notre manière de vivre notre enseignement, dans notre manière de vivre, j'allais même dire nos connaissances de manière globale. Aujourd'hui, vraiment, nous montrons dans un certain sens la fragilité de l'homme face à un certain nombre de choses, dont cette maladie et ce virus. Alors, on est en réclusion. Vous êtes aussi un spécialiste de la régulation. Tout est dérégulé, tout est déréglé, ou ce serait excessif de le dire, de le penser? Non, ce ne sera pas excessif. Ce qui serait excessif, c'est de dire que tout est dérégulé. Oui, tout est déréglé, parce que régler ne veut pas dire réguler. Tout est déréglé aujourd'hui, dans la mesure où nous sommes obligés, et peut-être vous-même, c'est ce qui justifie que je ne suis pas sur un plateau en train de discuter avec vous, nous sommes obligés de fonctionner à distance. Ne serait-ce que cela, c'est une sorte de dérèglement, dans la mesure où la normale aurait voulu qu'on soit face à face et qu'on parle. Donc ce dérèglement ne signifie pas dérégulation. Le mot régulation évoque une action d'une entité ou d'une force extérieure, généralement de l'État et des forces d'un secteur, pour tenter de retrouver ou de faire retrouver l'équilibre à un secteur donné. Aujourd'hui, notre mode de vie de manière globale, et je peux dire est déréglé, il faudrait que l'on trouve les moyens de réguler à nouveau pour qu'on retrouve un équilibre. Justement, comment faire intervenir la régulation pour qu'on retrouve finalement nos esprits? Bien sûr, il faut maîtriser la maladie qui est devenue d'ailleurs une pandémie, mais comment faire intervenir la régulation? Justement, de ce point de vue, c'est très simple. Je dis la régulation, c'est l'action d'une entité extérieure, généralement d'autorité. Aujourd'hui, la maladie, les autorités médicales sont en charge d'essayer de trouver quelque chose pour peut-être nous faire retrouver notre équilibre de vie, mais du point de vue économique et social, il appartiendra aussi bien aux autorités politiques qu'à tous les acteurs et dans tous les secteurs d'essayer de trouver des solutions. Tout à l'heure, je disais quelque part dans un pays qui est fortement impacté que les acteurs du commerce se sont débrouillés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas cette peur
de la perte des denrées et qui est de la pénurie et tout cela. Une pénurie, justement, oui. Voilà, qui peut être l'ennemi de la régulation, non? Tout à fait, tout à fait. La régulation, c'est d'équilibrer. Quand je ne veux pas parler de mes étudiants, mais généralement, quand je donne mes cours et que je parle de régulation, je dis qu'il s'agit de faire deux actions, prévenir les déséquilibres ou rétablir un équilibre. Aujourd'hui, on a fauté. En fait, on a failli du point de vue prévention de ce déséquilibre. Il est là, mais il faut qu'on retrouve le moyen de rééquilibrer. Et sur ce plan-là, ce sont les acteurs, ce sont les autorités publiques. Et dans chaque secteur, chacun doit essayer de trouver des solutions. On est en train de parer au plus pressé. Quand je prends le secteur, je peux dire aujourd'hui du sport, on a trouvé une décision du ministre qui a dit qu'il faut arrêter. C'est peut-être un moyen de retrouver un équilibre dans un certain sens, ou alors en tout cas de nous permettre de réfléchir pour retrouver l'équilibre. Justement, vous orientez vos recherches aussi vers le droit et l'économie du sport. On a vu des matchs de football qui ont été annulés ou qui se jouent devant des gradins vides, la Ligue des champions, les championnats européens qui sont très prisés, la CAF qui a également reporté la journée qui devait se jouer à la fin de ce mois. Presque toutes les manifestations sportives aujourd'hui sont annulées ou réduites à leur portion congrue. Quelles pourraient être les conséquences justement de toutes ces décisions sur le sport au plan mondial? Oui, là vous touchez à quelque chose qui est totalement mondialisé et qui fait bizarre. C'est vrai que bon, pour des amateurs et même pour des non-amateurs du sport, un week-end sans sport, ça fait vraiment bizarre. Et donc le sport est très très fortement impacté aujourd'hui par ce virus. Moi j'ai l'impression qu'en regardant ce qui s'est passé ce week-end du point de vue spectacle sportif, j'ai l'impression qu'on est en train de tourner, ou en tout cas de fermer un livre. Un livre peut-être pour en ouvrir un autre. Il n'y a pas de spectacle. S'il n'y a pas de spectacle, il risque de ne pas y avoir de recettes. Des recettes de billetterie, des recettes de transmission, des recettes liées au merchandising. Tout cela fait de telle sorte qu'il n'y a ni spectacle, il n'y a ni recette. Et à ce moment-là, ça fait des pertes sèches. Pas de recettes, donc pas de revenus pour les acteurs. On ne va pas payer les acteurs parce que le sport, globalement, c'est professionnalisé. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire et de se tourner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que c'est une très, très grande crise du modèle peut-être sportif, peut-être le modèle mondial même de fonctionnement qui est en train d'être en crise. Mais je suis un optimiste de nature, M. Khan. Et je dis quelquefois, à toute chose malheur est bon. Quand je le dis, je ne veux pas dire que c'est bien qu'on soit aujourd'hui rattrapé par ce virus. Au contraire, je pense à toutes ces personnes qui sont atteintes, je pense à nous-mêmes qui sommes obligés de nous confiner, mais je crois qu'il faut que peut-être le monde et nous-mêmes, nous les hommes, il faut faire confiance en l'homme, que nous réinventons autre chose, que nous commençons à réfléchir à une autre manière de fonctionner, qui n'est pas cette manière du direct de mano à mano, qui nous permettra de réapprendre à vivre ensemble. Et si vous regardez bien les conséquences, ce n'est pas parce que vous êtes noir, vous êtes jaune, ou vous êtes blanc que vous êtes touché ou que vous n'êtes pas touché. Aujourd'hui, c'est le monde entier, c'est l'humanité, c'est comme ça que je le dis. C'est pour cela qu'il faudrait qu'ensemble, nous écrivons un nouveau livre. Quand je disais qu'il y a une page qui est en train de se fermer pour le foot, pour le sport, c'est un livre qui est en train de se fermer. Ce nouveau livre-là, il nous faut l'ouvrir à nouveau et donc ne pas se mettre dans une situation catastrophique en se disant c'est fini, c'est la fin du monde. Non, je ne crois pas. Il faut avoir confiance en l'humanité, confiance en l'homme, avoir foi en l'homme et se dire qu'on a subi des crises et des crises peut-être plus graves que cela de par l'histoire de l'humanité. On a vaincu la nature, on a vaincu le feu, on a vaincu l'eau et pourquoi pas ne pas vaincre cela aussi. Donc je crois qu'on apprendra à vivre avec cela comme ils apprennent à vivre avec le virus du sida. Voilà. Et puis peut-être on va terminer par cette image peut-être rassurante, le sport au service de cette guerre presque mondiale déclarée au coronavirus. C'est le geste de Cristiano Ronaldo. Ça vous a échappé? Non, j'ai appris, mais bon, entre-temps, les informations sont tellement contradictoires qu'on ne sait pas trop. Alors, je sais que, bon, s'il fait cela, ce serait une excellente chose. Oui, en disant qu'il aurait, prêté ses hôtels pour accueillir des malades dans son pays. Bon, c'est vrai qu'on est à l'ère du fake news aussi, comme on dit. Voilà, j'ai vu une information contradictoire à ce propos et je voudrais juste signaler que, bon, par contre, celui de Rudy Gobert, le jeune basketteur français d'origine guadeloupéenne, qui a donné 500 000 € ou je ne sais pas combien de dollars
pour la lutte contre le coronavirus et qui a un peu récompensé les travailleurs de là où il était. Je crois que il y a de la solidarité à faire. Quand je dis qu'il faut qu'on construise ensemble quelque chose de nouveau, c'est ces nouvelles solidarités qu'il faudrait mettre en place sans se préoccuper des questions liées aux lieux géographiques de vie des gens, sans se préoccuper de la race, sans se préoccuper des préoccupations qui nous divisent aujourd'hui. Il faudrait qu'on aille ensemble et peut-être que ce coronavirus pourra être quelque chose qui va nous aider. Je dis bien peut-être. En attendant, bravo à nos médecins, bravo à nos urgentistes, bravo à tous ceux qui travaillent, bravo également à nos autorités politiques sur ce plan-là. Je crois qu'ils ont pris une mesure qui est une très très bonne mesure et qui nous aidera peut-être très certainement à confiner et à faire en sorte que cette maladie ne se déclare pas ou en tout cas ne soit pas éparpillée dans ce pays-là. Sur ce plan-là, franchement, bravo à nos hommes politiques. Ils sont en train de montrer peut-être l'exemple également en se mettant tous ensemble et en félicitant le président de la République actuelle. Voilà. Très bien. Merci, professeur Abdoulaye Sakho, professeur agrégé des facultés de droit qui était en ligne pour la rubrique Le Diplomate. Nous avons également un autre en ligne. Il s'agit du directeur de cabinet du ministre de la Santé. Vous savez, actualité oblige, le coronavirus. Aloïse Waly Diouf va nous parler d'un moment à l'autre de cette crise donc liée au Covid-19. Le point de la situation aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu des mesures importantes prises hier et annoncées par le chef de l'État lui-même, comme la fermeture des écoles, l'interdiction des manifestations publiques, mais aussi l'annulation des festivités liées au 4 avril, la fête de l'indépendance, une batterie de mesures. Aloïse Waly Diouf, bonsoir. Bonsoir. Oui, je disais que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de la Santé, membre du comité de gestion de cette crise du coronavirus. Première question, d'abord, actualité toute chaude. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir à propos du coronavirus au Sénégal? Je vous remercie, Mamadou. Je voudrais dire tout de suite que nous suivons bien l'évolution du Covid-19 au Sénégal. Tout à l'heure, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, dans le cadre de la déclaration que nous faisons chaque jour, a fait le point sur le nombre de cas que nous avons. Aujourd'hui, nous avons eu 2 nouveaux cas. Et parmi ces 2 nouveaux cas, il faut le dire, il y en a un qui est un enfant de 15 ans, qui est un sujet contact du patient que nous avions décelé à Touba, et un second qui est un Sénégalais qui est arrivé hier en provenance de Barcelone à bord d'Air Sénégal et tout de suite qui a été détecté au niveau de l'aéroport avec les caméras thermiques parce que sa température était élevé et donc qui a été décelé au niveau de l'AIBD et tout de suite isolé pour mettre en branle la batterie de prise en charge, c'est-à-dire les prélèvements et la mise en quarantaine. Et le deuxième cas, c'est un enfant aussi? Allô? Oui, je disais le deuxième cas, c'est un enfant aussi? Le premier cas, c'est un enfant de 15 ans. Oui. Le deuxième cas, c'est un adulte. Hein, c'est un adulte. Qui est, très bien, 37 ans. Venu de Barcelone. Très bien. Ça veut dire aujourd'hui que, donc, jeunes, vieux, enfants, on est tous touchés. Je vous entends. Je disais, quel que soit l'âge, on peut être touché aujourd'hui. Oui, je crois que quand nous regardons le profil de nos différents patients, on se rend compte qu'un bébé de 2 ans a été touché, cela a été signalé hier, et un adulte de 80 ans a été touché aussi. Cela aussi a été signalé dans le cadre des déclarations que nous faisons. Donc vous avez les 2 extrêmes, oui. C'est-à-dire des enfants et des personnes adultes. Ailleurs dans le monde, dans beaucoup de pays, les pays occidentaux notamment, beaucoup de décès sont dénombrés. Pour le cas du Sénégal, on a des cas guéris, des cas qui sont encore en cours de traitement. 0 décès en touchant du bois. Oui, ça
ça, ce qu'il explique, c'est surtout la détection précoce que nous avons réussi au Sénégal. Maintenant, il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Parce que quand vous avez une situation épidémiologique qui n'est pas du tout maîtrisée, où vous avez du mal à détecter les cas positifs, et ce qui produit bien sûr une déclaration tardive, le système de santé a du mal à réagir. Hein? Et c'est la raison pour laquelle il faut saluer, je trouve, les mesures du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, qui, de par les 5 mesures qu'il a prises, nous permettent toujours de réduire et d'agir sur les effets néfastes d'une situation épidémiologique non maîtrisée. Donc nous continuons de lancer un appel à la population parce qu'elle a un rôle dans la détection précoce et le recours précoce des personnes vers les structures de santé. En quoi faisant? Il suffit simplement d'identifier les signes de la maladie et à chaque fois que dans votre entourage le plus proche, vous identifiez quelqu'un qui présente ces signes, appelez la cellule RS. Tant qu'on arrive à intervenir tôt, on a plus de chances de guérison. Très bien. Merci, Dr Aloïse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Toujours à propos de ce coronavirus et ses conséquences, une information que nous venons de recevoir à propos du Kazou Rajab, information qui vient de Touba. La manifestation, l'événement religieux est maintenu, mais seulement avec lecture du Coran et de Khassaïd, mais également le Berndé. Par contre, tout ce qui est tente et autres rassemblements est interdit, une information sur laquelle nous reviendrons la suite de la totale. Cette semaine, le portrait d'un animal, on vous parle d'un mastodonte. Le rhinocéros fait partie des êtres qui nous fascinent. Depuis très longtemps, on nous le présente comme l'un des animaux les plus redoutables de la savane. Mais qu'en est-il vraiment? Kessendour et Augustin Mandan sont allés à la découverte des rhinos. À Bandia, il faut bien les chercher. Dans la nature, on n'en trouve presque plus. Il y a quelques années pourtant, les rhinocéros étaient largement répandus dans les savanes d'Afrique et les forêts tropicales d'Asie. Il y a 2 grands groupes de rhinocéros. Vous avez les rhinocéros d'Asie et les rhinocéros d'Afrique. En Afrique ici, vous avez 2 grands groupes, disons, de rhinocéros. Le plus souvent, on vous parlera de rhinocéros blanc et de rhinocéros noir. En réalité, il y a 4 sous-espèces. Mais au fil du temps, vous allez voir que ces sous-espèces-là ont pratiquement disparu. Il y avait une dernière qui a disparu récemment en 2011. En réalité, il n'y a pas de rhinocéros blanc dans le thème et de rhinocéros noir. Ce n'est pas une histoire de couleur, vous voyez. C'est dans la traduction de l'Africaine. Les colons ont mal traduit le thème white. Ils ont cru entendre white en réalité, vous voyez. Sinon, ces 2 espèces-là sont en réalité de couleur grise. Mais l'autre, on dirait grise foncée, un peu noire, et l'autre un peu blanche. Vous voyez. Mais les Allemands ont toujours conservé le thème original qu'on a su, on a mélangé chez nous, dans nos contrées. Rhino d'Asie, rhino d'Afrique, rhino blanc ou rhino noir, les spécimens sont de plus en plus rares. Au cours des 50 dernières années, leur nombre a diminué de 80%. Leur progressive disparition est due à la dégradation de leur habitat. Les forêts qui abritent les herbes, arbustes et branchages si chers aux rhinos sont peu à peu remplacées par des terres agricoles aussi bien en Afrique qu'en Asie.
le rhinocéros peut amasser jusqu'à 100 kg de nourriture par jour. Les rhinos d'Asie mangent des fruits, quelques feuilles et de l'herbe. Mais ici, en Afrique, si vous prenez le rhinocéros noir, lui, il aime plus les arbustes et les fruits. Donc, il vit plus dans la végétation dense. En fonction de leur préférence alimentaire ou bien en fonction de leur développement alimentaire, vous allez voir des particularités entre ces animaux-là. Entre le blanc et le rhinocéros noir, vous allez voir qu'au niveau de leur bouche, la bouche est encore large chez le rhinocéros blanc, ce qui lui permet de brouter les herbes. Et de l'autre côté, le rhino noir, vous allez voir que la bouche est un peu plus pointue et la langue leur permet une préhension des aliments, même des branches d'herbes pour pouvoir s'alimenter. Un colosse d'1 à 3,5 tonnes menacé par la raréfaction de son alimentation, mais qui dans la nature sait très bien assurer sa sécurité. À l'âge adulte, il n'a pas de prédateur dans son environnement naturel, disons. Vous voyez, dans la nature, quand un animal a une blessure, la blessure est difficilement guérissable. Donc, ils voient les cornes, ils savent que cet animal-là est redoutable. Du moment où même la peau est épaisse, pour pouvoir même essayer d'étouffer l'animal. Donc, il n'y arrive le plus souvent pas. Donc, ce qui fait qu'il ne s'aventure pas à aller attaquer ces animaux-là du moment où ils peuvent recevoir des coups. Une corne qui lui est extrêmement utile, mais qui est également responsable de la précarité de l'espèce. Les parcs qui accueillent les derniers rhinocéros sont souvent obligés de couper la corne de l'animal pour éviter que les braconniers ne les chassent. Cette corne-là est composée que de kératine. Cette kératine-là, il y a une substance qui peut donner des poils, les cheveux et autres. Et cette corne-là, sur le marché international, en 2011, allait jusqu'à 300 000 $ une corne. Donc vous allez voir que le kilo de la poudre de corne va jusqu'à 70 000 $. La confiscation de leurs terres par la vie moderne et le braconnage ont plus que décimé la population mondiale de rhinocéros. Au début du XXe siècle, ils étaient plusieurs centaines de milliers à vivre à l'état sauvage. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 27 000, auxquels s'ajoutent les 1040 en captivité. Kessendour, l'ami des animaux, bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Il est gros, on l'a vu, le rhinocéros, il ne mange que de l'herbe, rassurant donc pour l'homme. Les cornes ne sont pas placées au même endroit, mais au fond, est-ce que le rhinocéros ne serait pas une grosse vache d'Afrique ? Eh bien, en réalité, le seul point commun qu'ils puissent avoir, c'est le fait d'être tous les deux herbivores. Déjà, le seul point commun, parce que la vache est un ruminant et que le rhinocéros est un monogastrique dont le système digestif s'apparente plus à celui des équidés, donc des chevaux. On pourrait dire dans ce cas-là que le rhinocéros c'est plutôt un mélange de l'ensemble des animaux qu'on peut retrouver dans la nature. Il a donc le système digestif du cheval, une peau qui ressemble à celle des éléphants et enfin il se roule dans la boue comme les cochons pour se protéger des parasites. On peut dire que le rhinocéros c'est un peu un melting pot plutôt qu'une grosse vache d'Afrique. Un clone naturel quoi. Un peu, c'est un peu ça, effectivement. On a bien regardé le reportage. Certains des rhinocéros ont une corne, d'autres en ont deux, non ? Oui, c'est ça. Alors, ceux qui en ont une, on les appelle les rhinocéros unicornis. Ils vivent principalement en Asie. Et pour ceux qui ont deux cornes, on retrouve donc les rhinocéros d'Afrique et un rhinocéros d'Asie qui, lui, s'appelle le rhinocéros de Sumatra, qui n'est plus uniquement à Sumatra. Mais en tout cas, c'est vrai que certains ont une corne. On retiendra que ceux qui ont une corne vivent en Asie et ceux qui en ont deux sur notre continent.
Et dans les histoires qu'on raconte aux enfants, on présente le rhinocéros comme un grand méchant. Est-ce que les contes reflètent vraiment la réalité? En réalité, c'est pas si méchant que ça. C'est plutôt, comme je vous le disais, un mastodonte. Ça a un peu de mal à bouger, mais par contre, il faut faire attention. Ça charge, et lorsque ça charge, ça court relativement vite. Et je vous assure que quand vous voyez plusieurs tonnes arriver vers vous à cette rapidité, c'est assez impressionnant. Alors, ça charge dans quel cas? C'est principalement les femelles qui chargent, déjà parce qu'elles ont l'impression qu'on empiète sur leur territoire, ça c'est principalement pour la menace humaine, mais aussi pour protéger leurs petits. De manière générale, c'est plutôt inoffensif, mais dès qu'il y a un petit à proximité de la femelle rhinocéros, là par contre, en principe, il faut éviter de s'approcher. Elle saisira tous les prétextes pour vous foncer dessus et donc charger. La semaine prochaine, un autre animal. Peut-être la tortue. Ça serait sympa à découvrir. Pas de tortue, donc vous quittez ce plateau et c'est quelqu'un d'autre qui vient en courant parce que c'est un sportif. Merci Kessendour. Sékou Diémé Non, Sékou Seydi qui arrive en courant comme d'habitude. Sékou, bonsoir. Bonsoir. Le sport, Omnisport, ce sera pour tout à l'heure. Tu fais partie de l'équipe d'ITV avec Papa Malik Diao, Malik Tiandoum. Omnisport impacté par le coronavirus avec tous ces championnats qui sont annulés, la CAF qui a également pris des mesures par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Le menu, c'est quoi exactement? Bon, nous aurons d'abord comme invité Saher Seck, il est le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, qui a aussi, comme toute autre fédération, a décidé quand même de mettre un terme ou bien de suspendre pour l'instant ses activités. C'est la Ligue sénégalaise de football professionnel et la fédération aussi. Vous avez parlé de la CAF qui a décidé aussi de un peu repousser les 3e et 4e journées de qualification pour la CAN 2021. Je pense que c'est important. L'heure est quand même, disons, pour ne pas faire peur aux gens, l'heure est un peu grave parce que vous voyez en Angleterre, en Espagne, en Allemagne déjà on parle d'un manque à gagner qui peut aller jusqu'à 750 millions d'euros. Donc c'est un peu c'est faible en termes de pertes au Sénégal parce que même si on sait que le football sénégalais quand même est en train de se développer un peu partout, mais quand même en termes de pertes, il vaut mieux quand même aller en pause, disons à la mi-temps, une mi-temps qui va durer peut-être un mois pour le football, pour le basket, pour toutes les activités sportives en tout cas de ces pays. Je pense qu'il faut se conformer pour lutter contre cette pandémie qui est en train de faire des ravages un peu partout. Et puis, nos magazines sportifs quand même qui restent, qui ne vont pas disparaître. Oui, tout à fait. Nous, on va parler du sport, même si le sport s'arrête sur les terrains, mais ça continue sur notre plateau. Nous, on va parler du football, on va parler de basketball. Je pense que la Fédération sénégalaise de basket, même si elle a décidé aussi d'arrêter ses compétitions, elle a joué hier. On va parler des résultats, on va parler avec Saher Seck, qui est aussi un membre de la Fédération sénégalaise de football, qui est chargé donc de la communication de la Fédération sénégalaise de football. Comment faire pour, durant ces un mois, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour, après le départ du championnat, pour qu'on puisse avoir un championnat vraiment huppé comme on l'entend toujours. Merci Sékou Seydi. Rendez-vous tout à l'heure pour Omnisport, un magazine la totale plus long que d'habitude pour cause de coronavirus. Je vous rappelle d'ailleurs 2 informations à propos d'abord du Kazou Rajab maintenu avec seulement lecture du Coran, des Khassaïd, mais aussi le fameux Berndé. Par contre, tout ce qui est entre rassemblement est interdit. Retenez également l'annulation de l'appel de Seydina Limamoulaye qui était également prévu. Tout cela dans le cadre des mesures qui ont été prises et les chefs religieux qui s'y conforment également. Fin de ce magazine d'infos. Merci Khalifa Diakhaté pour la rédaction en chef, Masmoup pour la réalisation, toute l'équipe de journalistes et de techniciens qui ont rendu possible la totale ce soir. Bonsoir, rendez-vous dimanche prochain.